Après ces deux présentations très scientifiques et très techniques, la mienne va être beaucoup plus simple. Elle va être plus basée sur des images, et des images de biodiversité, et notamment à Madagascar. Alors le professeur Nsanda a parlé des hotspots de la biodiversité. C'est un concept qui a été développé par l'ONG américaine Conservation Internationale en 2005 et qui reprend au niveau planétaire toutes les zones de fort endémisme. On voit qu'on a parlé du bassin méditerranéen, mais plus la couleur est foncée, plus les taux d'endémisme sont élevés. Et Madagascar est dans la deuxième classification des zones avec le plus d'endémisme. Ce qui est intéressant à Madagascar, c'est une île qui a été isolée il y a à peu près 84 millions d'années, à l'époque du Gondwana. Il y a très peu d'espèces introduites jusqu'à présent. Il y a très peu de virus, notamment chez les batraciens, on va le voir plus tard. Il y a un très fort taux d'endémisme qui est de l'ordre de 80 à 90% dans le règne animal ou végétal. Mais il y a une forte pression humaine. La population est passée de 2 millions d'habitants en 1960 à 23 millions aujourd'hui. Et on parlera plutôt dans l'aspect des risques et des pressions, de la pression anthropique, sans parler des changements climatiques qui ont été abordés par Jean-Marie. Donc déforestation, culture sur brûlis, feux de forêt, surexploitation des ressources naturelles, trafic pour le marché des animaux de compagnie, mais aussi des plantes de collection, sont les principales menaces anthropiques qui entraînent des phénomènes d'érosion, de lavac et de perte de biodiversité. Donc maintenant, je vais aller plus dans des images, des belles images de la biodiversité malgache que de longs commentaires. Donc ça, c'est un des premiers exemples, c'est un scarabée girafe. C'est un genre totalement endémique, une espèce endémique, assez menacée maintenant puisqu'il est l'usage de pesticides pour certaines plantations, notamment les plantations de catte, pose des problèmes sur cette espèce. Comme vous pouvez le voir, il a développé une morphologie spécifique et la tête est totalement décentrée du reste du corps. Les tsing, c'est une des formations de résurgence calcaire qui est vraiment spécifique de Madagascar et qui rassemble les plus grandes concentrations d'endémisme chez les plantes notamment, puisque certaines espèces sont endémiques uniquement à certains de ces résurgences. Là on est sur le tsing de Bemara, qui est le tsing du sud. Ici, on voit des dracénas qui sont sur un signe de Lancarne dans le nord. On était avec Jean-Marie et avec Luc aussi. Une petite forme qui, là, elle aussi, est présente uniquement dans les signes. Une autre forme, Pachypodioides, si je ne me trompe pas, présente dans les signes. Alors, elles sont absolument inaccessibles à l'homme et très 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 coupantes, et c'est ce qui permet à ces plantes un certain niveau de protection aujourd'hui. Une autre vue d'un signe tout à fait en bon état, on va dire. Ça c'est le signe de Lancarne, c'est pas Namorou, c'est dans Lancarne, toujours dans le nord, où on voit une végétation assez parsemée. Et les zones ici sont des canyons très profonds dans lesquels différentes espèces et essences se développent. Il y a aussi nombre d'espèces animales, d'arachnidés, de reptiles et d'amphibiens qui sont endémiques de ces petites zones. Une succulente Pachypodium decarii qui est, je crois, présente au parc et qui est un des rares Pachypodium odorants. On l'avait d'ailleurs repéré l'année où on l'a vu uniquement par le parfum de sa fleur. Le Forbeia ancarensis, qui porte le nom du tsing de Lancarne, aussi elle endémique d'une petite zone. Aloe Suaresensis, je ne pouvais pas faire une présentation sans avoir une photo d'Aloe, vu mon amour pour ces plantes. Alors elle pousse dans le nord de Madagascar, dans la région de Diego Suarez, en Tsiranan, et aussi au Cap d'Ambre. Et il y a, suivant les populations, les fleurs sont de couleurs différentes. Les hibiscus, vous connaissez tous les hibiscus, il y en a à Crocopark, de nombreuses espèces, mais l'ensemble des hibiscus malgaches sont tous endémiques.
cet hibiscus grandidieri qui pousse dans la région de Majinga, pour les gens qui connaissent, au nord-ouest de l'île. Alors voilà une image qui est connue de tous, je pense. Vous connaissez les baobabs. 5 des 7 espèces de baobabs sont endémiques de Madagascar. Il y a une espèce en Afrique et une espèce en Australie. Les autres sont malgaches. Là, on a la fameuse allée des baobabs dans le sud, Aloe grandidieri, dont quelques spécimens ont été plantés par Luc au Crocopark. Et cette photo qui est connue du monde entier montre une forêt qui est totalement dégradée, puisque normalement les baobabs devraient émerger d'une forêt qui devrait arriver à peu près à ce niveau-là. Donc ici, c'est le surpâturage et la culture sur brûlis qui ont totalement détruit le reste de la végétation. Et ces populations de baobabs sont très menacées. Elles résistent au feu grâce à l'eau de leur tronc, mais sont noyées dans les eaux pendant la période des pluies. Et la situation de ces baobabs est aujourd'hui très inquiétante, uniquement par l'activité humaine. Passons à quelques reptiles. Il y a encore un genre endémique à Madagascar, les uroplates, Uroplatus cicorae, qui est un gecko à queue plate qui se camoufle totalement avec l'écorce des arbres dans lesquels il se cache. Certaines espèces sont même capables de faire tomber leur queue sans qu'on les attrape, pour simplement détourner l'attention du prédateur. Et la queue va continuer à remuer pendant quelques minutes et le lézard va s'échapper. Une autre vue de cet uroplate. Un autre uroplate qui s'appelle Fantasticus. Alors chez ces espèces, c'est d'abord la destruction de l'habitat, mais aussi la collecte pour le marché des animaux de compagnie. Même si ces espèces sont aujourd'hui inscrites à la Convention internationale pour le commerce des espèces menacées, la CITES, aucune mesure efficiente n'est mise en place à Madagascar, et un trafic important, notamment vers l'Europe un petit peu, mais surtout les États-Unis et l'Asie, font peser des graves menaces sur ces espèces ayant des aires de répartition très très minces. On va regarder rapidement les caméléons avec le groupe Furcifère et plusieurs espèces aux formes les plus variables. Alors toutes ces photos ont été prises, certaines par moi-même, certaines par un ami photographe, Nicolas Segalerbach, certains d'entre vous connaissent. Et pour photographier les caméléons, il faut vraiment se balader de nuit avec une torche et essayer de les repérer. Là aussi, plusieurs populations de caméléons, plusieurs genres sont endémiques de Madagascar, mais malheureusement fortement menacés. Là aussi, déforestation et commerce. Il y a une nouvelle espèce qui vient d'être découverte, et peu après sa description, qui était peut-être un peu trop précise, des trafiquants ont récupéré tous les spécimens et la population est considérée éteinte 5 années après avoir été décrite. Un autre caméléon, Furcifère péteri, Calumna péteri, pardon, un genre endémique de Madagascar. C'est un mâle avec un appendice nasal assez prononcé. Une femelle, vous voyez une grosse différence entre le mâle et la femelle. Un gros dimorphisme sexuel. Alors ces caméléons sont très prisés du marché des amateurs, je me répète, mais c'est vraiment la menace la plus importante. On peut avoir des figures assez atypiques. Être très gros comme Furcifère pardalis qui peut atteindre 40 à 50 cm. Avec plusieurs phases de couleurs qui là aussi fait peser une menace, puisque les collectionneurs veulent avoir toutes les phases et toutes les sous-espèces. Ou être infiniment petit, là c'est un Brookesia qui est à la taille adulte. Vous voyez une pièce de 50 centimes d'euros à côté. Et il faut savoir que ce caméléon terrestre est ovipare et pond des œufs. Donc on imagine la dynamique de reproduction, et l'impact sur son habitat est absolument désastreux. Les mantellas, alors c'est un groupe aussi endémique de Madagascar, et ce qui est intéressant chez les mantellas, c'est qu'elles sont présentes aussi bien en milieu humide tropical qu'en milieu sec, qu'en zone d'altitude. Donc les différentes espèces se sont adaptées à
à la topographie et au climat de Madagascar. Et ce qui est intéressant aussi chez les batraciens, c'est qu'il y a un virus qui est en train d'attaquer tous les batraciens de la planète. Et pour l'instant, Madagascar est totalement indemne. Donc des besoins de conservation sont vraiment importants sur ce genre. Une deuxième mantella du nord de Madagascar, alors qui est adaptée. Alors on voit, si on compare les deux espèces, celle-ci est d'une zone forestière assez tropicale humide. Et là, on est sur une zone tropicale sèche et sa couleur est beaucoup plus adaptée à son habitat pour des questions de mimétisme. Une Beaufils, une très grosse grenouille qui est de la taille à peu près de la main. Et cette grenouille est aujourd'hui très menacée par le commerce alimentaire et notamment le marché chinois qui est très preneur de cette espèce, qui a une grande aire de répartition, mais qui malheureusement est braconnée sans cesse. Et les dernières nouvelles font état de disparition dans certaines de ces zones d'habitat. Les batraciens à Madagascar peuvent être très gros comme très petits. Cette grenouille fait moins d'1 centimètre. Alors on va rapidement passer sur quelques habitats. Voilà un habitat totalement intact à Madagascar. Au fond on a une mangrove avec les palétuviers. On a la zone, on est à marée basse, donc on a la zone immergée. Et ensuite une savane tropicale sèche qui n'a pas été impactée par l'homme. On est dans un parc, une réserve intégrale où la protection humaine, le professeur faisait état des clôtures et c'est une des rares réserves du Nord qui est clôturée et à peu près bien préservée. Tout le monde connaît cet arbre, je pense, devant c'est l'arbre du voyageur. Moi, lors de mon premier voyage à Madagascar, j'étais ravi d'en voir un, j'étais avec des botanistes, ils m'ont traité d'imbécile. Et en fait, les Ravanella madagascarensis, l'arbre des voyageurs, est signe d'une forêt totalement dégradée. C'est une forêt primaire qui a déjà brûlé et seules les graines de cette musacée sont celles qui repoussent le plus vite. Et donc quand on voit des ravanelles, on est déjà sur une forêt secondaire ou fortement dégradée. Et en arrière-plan, on voit des zones érodées qu'on va aborder un petit peu plus tard. Alors là, il y a deux images poignantes. Je les ai montrées à Ariane tout à l'heure. Elle était un petit peu choquée, mais c'est malheureusement la réalité de Madagascar. Vous avez une forêt qui a été prise en photo, et puis on voit la photo l'année d'après. C'est la même forêt. Et les Malgaches sont... L'état de pauvreté des Malgaches, c'est le troisième pays le plus pauvre du monde, et ils pratiquent la culture sur brûlis. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu à la forêt et sèment du riz pluvial au début de la saison des pluies. Et vous voyez la différence, hein, les fougères ont été coupées, broyées, et ensuite on a cette zone de ce qu'ils appellent des taves. Là, une deuxième zone de taves où la forêt était très présente, et malheureusement la culture du riz a dégradé cette forêt. La culture des bois, la collecte du bois précieux est un réel problème aussi. Ce sont souvent des ethnies d'une autre région qui viennent collecter le bois. Alors là, on a une image, j'ai malheureusement pas les dernières images, mais c'est une image qui avait suscité, cette zone avait suscité un programme de protection. Aujourd'hui, cette zone est totalement protégée et la nature a repris ses droits. Et des activités compensatrices ont été mises en place pour les communautés locales et qui bénéficient de l'écotourisme pour mieux vivre. Et cette forêt s'est quasiment régénérée, sauf les essences traditionnelles qui ont une croissance très lente et qui seront longues à la régénérer. Voilà une image que beaucoup de touristes connaissent, qu'on appelle les tsing rouges, qui attire beaucoup les randonneurs dans les circuits touristiques. D'un point de vue écologique, c'est un désastre complet puisque c'est une zone qui a totalement été érodée. Et comme dans l'image qui suit, on voit que toute la partie de sol, on en parlait avec les équipes de l'ES, les équipes à midi, et toutes les zones d'humus et tout ont disparu et que seuls certains végétaux arrivent à subsister. Là, des zones de patchwork forestier, on voit qu'il y a des habitations en bas,
Des agriculteurs se sont installés là, ce sont souvent des chasseurs-cueilleurs. Ils cultivent le riz pour survivre. La forêt a fortement été brûlée, ça pose des problématiques sur la survie des lémuriens. Les lémuriens qui sont des espèces de forêts primaires et qui acceptent les forêts légèrement dégradées, mais l'exemple de ce propithèque, par exemple, n'est pas capable ou quasiment pas capable de se déplacer au sol. Donc ce morcellement isole les populations et fait peser des problèmes assez importants. Donc le but des programmes de conservation est de recréer des corridors pour que les populations puissent se rejoindre d'une zone à l'autre. Un autre propithèque, les propithèques couronnés, et un autre le propithèque de Coquerel. Alors les lémuriens sont au nombre de 108 espèces aujourd'hui. La génétique en isole et en décrit de nouvelles espèces. Il y a plusieurs. Alors c'est l'ADN, c'est grâce à l'ADN qu'on arrive à différencier ces différentes espèces. Tous ce sont des primates, des prosimiens, ce ne sont pas des singes. Et c'est un ordre qui est totalement endémique et uniquement présent à Madagascar. Les seules populations hors de Madagascar sont au Coban, mais originaires de Madagascar. Une femelle de lémur, un mâle de lémur couronné du nord de Madagascar. Une femelle. Jean-Marie doit s'en rappeler, il avait volé son pique-nique lors d'un voyage dans l'île Rouge. Certaines espèces ont un grand dimorphisme, comme vous pouvez le voir. Là, c'est un mâle de lémur macaco qui est présent sur l'île de Nosibé. C'est une des îles les plus connues du tourisme. On voit une femelle ici. L'Indri, c'est le plus grand des lémuriens de Madagascar. Il vit sur les forêts de haut plateau. C'est peut-être un des plus évolués. Il a une vocalisation qui est proche des gibbons. Je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui, de peur de faire pleuvoir. Et il n'a pas de queue. Il est uniquement folivore. Il ne se nourrit que d'une cinquantaine d'espèces de feuilles. Donc là aussi, sa survie est totalement liée à la survie et la protection des essences et des arbres dans la forêt dans laquelle il vit. Une sous-espèce de macaco, mais j'avais rajouté des photos parce que pour aller vite, quelques jolies photos de lémuriens. Là, on est sur un lémur à ventre blanc, lémur albiventeur qui vit dans la forêt humide de l'est de Madagascar. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Luc. Je pense qu'il se rappelle de ce serpent, parce qu'après avoir marché 30 km, il a vu un beau boa de Madagascar. Alors les reptiles, là aussi, fort tôt d'endémisme. C'est un boa, mais c'est un groupe et un genre endémique de Madagascar, sans Inia. Il n'y a des représentants que sur Madagascar. En termes de conservation, les populations malgaches sont très respectueuses des serpents. Et on a vu c'est assez marrant parce qu'on peut approcher les serpents et quand on sait les manipuler, on peut les toucher sans agression, puisque les malgaches ne les tuent jamais, les contournent quand ils les voient. Il y a des différentes croyances qui font que ça protège cette espèce. Malheureusement, le commerce pour les animaux menacés est une pression sur eux. L'Hétérodonton madagascarensis, c'est une grande couleuvre de Madagascar, pardon, qui a la particularité de se dresser comme un cobra quand elle rencontre l'homme pour paraître plus impressionnante. Ça, c'est une photo faite avec Luc. Je ne sais pas s'il se rappelle, on était allongés et il nous est passé quasiment dans le cou. Tu te rappelles? Non. Les oiseaux, là aussi, beaucoup d'endémisme. On est sur le plus grand rapace de Madagascar, qui est pas un genre, mais qui est une espèce endémique. Par contre, des signes assez encourageants, cette espèce a été protégée depuis plusieurs années, même une dizaine d'années, par des ONG de conservation, à la fois malgaches et internationales. Et aujourd'hui, son statut s'améliore, puisqu'elle devient un emblème d'écotourisme de certains lodges et de certaines réserves sur l'ouest de Madagascar. Un autre groupe tout à fait endémique de Madagascar, les kouas. Les kouas sont des oiseaux
à la biologie très particulière. Ils n'ont pas de jabot, très proche des touracos, que vous connaissez peut-être d'Afrique, avec une croissance très rapide. Donc ils n'ont pas de jabot. Pour des oiseaux, c'est assez particulier. Les aliments vont directement dans le tube digestif et ils se nourrissent principalement de feuilles et de baies. Eux s'adaptent assez bien au milieu anthropisé et leur statut n'est pas trop menacé pour l'instant. On va finir avec un ibis de Bernier qui ressemble beaucoup à l'ibis sacré, mais qui est endémique des mangroves du nord de Madagascar. Alors si vous voyez sur la photo, il a l'œil bleu, c'est pas facile à voir. Eux, la menace, c'est qu'ils sont consommés pour leur viande, pour un besoin de protéines, mais les dynamiques de population sont assez fortes et l'espèce n'est pas trop menacée. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long et je passe la parole à Sergio.